Salut à toi. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Enkerli. Si toi aussi tu veux savoir quel est le rapport entre l'anthropologie, le UX et la musique traditionnelle de chasseurs en Afrique, je te laisse le découvrir maintenant. Alexandre, bienvenue dans ce qui va être notre émission, notre Merci. épisode, et je t'invite par commencer par le commencement. Alexandre, qui es-tu pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Entre autres, je suis un ethnographe autonome. Je travaille ces temps-ci beaucoup en recherche UX, ce qui est très agréable et tout ça. J'ai un passé assez étrange, avec toutes sortes de détournements. J'ai eu 30 emplois jusqu'à maintenant. Alors, c'est un peu une situation étrange. Je vis à Montréal, je suis d'origine suisse, mon père est de Lausanne, donc c'est aussi des contacts qu'on a Oui, oui, ensemble. je souris jusqu'aux oreilles, et ça, je l'ai, mon drapeau. Ah, Über Schweiz. Mais bon, oui, le papa à Lausanne, oui, oui, oui. tout à fait. Ce qui fait partie de mon identité quand même, de certaines façons. Alors, c'est des trucs comme ça qui sont intéressants. Là, normalement, n'importe qui a compris pourquoi il faut rester jusqu'au bout, même si on ne Ouais. découvrirait pas Alexandre en entier. Là, comme je dis, ethnographe, autonome, 30 métiers, il y a du UX, un papa lausannois, donc forcément, ça se respecte. Commençons par le commencement. Je dis, quelles ont été tes études? Pourquoi tu t'es lancé dans l'ethnographie? Parce que normalement, on veut être, je sais pas moi, pilote, pompier, policier, ethnographe, c'est waouh! Qu'est-ce qui t'a fait tomber là-dedans? En fait, c'est justement parce que je voulais être tout ça, ce que tu as décrit, policier, astronaute, pompier et tout ça, en même temps. Et j'ai découvert à peu près à l'adolescence que la seule façon de pouvoir tout faire ça en même temps, c'est d'être anthropologue. OK, Alors, à l'âge de 13 ans, j'ai découvert l'anthropologie et puis je me suis dit, ouais, ouais, c'est ce qui me convient. Je m'intéressais à toutes sortes de choses très intellectuelles, mais basées sur le réel. Puis c'est un OK. peu ça, l'anthropologie, c'est de l'anthropologie appliquée. Alors, je me suis mis à ça assez rapidement. Et j'ai fait donc des études en anthropologie après avoir fait des études en musique, spécifiquement en saxophone classique OK. au Cégep Saint-Laurent. Donc, même si mon père est lausannois, moi, je suis né à Montréal, j'ai été élevé à Laval et tout ça, dans un milieu où, justement, la musique avait une certaine importance. On avait presque une concentration de musique à l'époque, qui est venue plus tard, et puis on avait le meilleur ensemble, l'harmonie, l'ensemble de musique au secondaire. On battait toutes les autres écoles à travers la province. Donc, avant d'aller en anthropologie, je savais que je voulais aller en anthropologie, mais je suis quand même allé en musique en me disant que ça passait dans mon parcours sans avoir de prérequis. Je suis très content d'avoir fait ça parce que dans mon parcours ethnographique, ça a été vers l'ethnomusicologie. OK. Donc, vraiment l'étude ethnographique de la musique. J'ai travaillé sur la musique des chasseurs au Mali, donc une Waouh! confrérie secrète qui existe depuis 1000 ans, depuis le 10e siècle, et qui, en fait, non seulement maintient la tradition, mais qui protège la société et ainsi de suite. Alors, leur musique est très connue dans la région, toute l'Afrique de l'Ouest, et c'est un peu ce que j'ai fait, c'est beaucoup ce que j'ai fait pour mes recherches doctorales, que j'ai effectuées à partir de l'Université d'Indiana, à Bloomington, de 98 à 2008. Ça m'a pris 10 ans avant que j'abandonne. J'ai laissé tomber mon doctorat à cette époque-là. Mais techniquement, mon doctorat était en ethnomusicologie alors que j'avais fait un bac et une maîtrise en anthropologie linguistique, l'étude du langage d'une façon ethnographique, donc sur la diversité et tout ça. 2 réflexions que je me fais, parce que comme je le répète souvent, il y a 700 IAT dans ma tête, mais il y a un Ouais. micro de manette, donc des fois ils se rencontrent. Ouais. C'est déjà waouh! 2, moi quand on me présente l'anthropologie, moi je veux des gens comme toi, parce qu'à Mhm. date c'est l'antithèse de ce qu'on peut s'imaginer. Et la troisième, euh, est-ce que tu viens d'une famille très académique? Parce que là, le parcours que tu nous présentes, Oui. la sensibilité Ouais. artistique, et ça fait partie de l'ADN. On est très loin Ouais, de la, je veux dire, de la famille de bûcherons et puis de
Ouais, ben de écoute, les Camilo stéréotypes. Lozano. Oui, justement. Mais ça on- aide on- des fois, les stéréotypes pour certains. Mais donc, mon père vient de Lausanne. Il a étudié avec Jean Piaget, je te l'avais mentionné Ah à oui. un autre croix. Là, on vit sur vide, sur une toute petite planète. Euh, et c'est vrai qu'on avait une curiosité à travers toute la famille qui était très importante. Alors, ça répond un petit peu à cette question-là, mais surtout, tu dis la famille traditionnelle québécoise et tout ça, ben, il s'avère que ma mère, qui vient du bas du fleuve, du Bas-Saint-Laurent, donc de Montjoly, une petite ville du Bas-Saint-Laurent, même dans sa famille, ils avaient une façon de percevoir la culture qui était assez différente du reste des gens. Et d'ailleurs, leur pattern linguistique, leur façon de parler québécois était très différente de celle des autres autour d'eux. Ils voulaient, Ok. en guillemets, bien parler le français. Je n'en rendis pas rigueur, je comprends exactement pourquoi, mais sérieusement, il y avait mon oncle connaissait un ami à l'école, quelqu'un à l'école, qui venait voir à la maison, ah, il est où le petit gars qui dit moi et toi plutôt que moi et puis toi. Donc, ma famille est un petit peu moins typique, mais c'est vrai que on a des attaches à la fois en Suisse, parce que en fait, le reste de ma famille a passé plus de temps en Suisse que moi. Ok. Et dans un milieu comme ça qui était un petit peu universitaire en partie, mon père enseignait à l'Université du Québec à Montréal et à l'Université de Montréal, pendant qu'il était professeur d'adaptation scolaire au secondaire. Ok. Donc, pendant toute sa carrière, il était au secondaire. Mais il y avait des charges de cours à l'université. Et d'ailleurs, quand j'avais 3 ans, j'allais dans ses cours. J'ai même déplacé des bureaux. Il paraît que j'étais très, très fort physiquement. Donc, j'ai pu déplacer des bureaux avec un élève dessus, un étudiant dessus, quand j'avais 3, 4 ans, parce que mon père m'amenait à l'université très tôt. Sinon, ma mère, qui est ergothérapeute, Ok. qui a passé toute sa carrière essentiellement avec les déficients intellectuels au Québec surtout, mais elle Oui. a travaillé en Suisse, surtout à Nyon, pendant un certain temps, entre Lausanne Oui. et Genève, pour les gens qui ne connaissent pas. À la frontière française, et on passait du temps à Saint-Sergue, en fait, c'est là que mes parents se sont rencontrés. Donc, c'est vrai que j'ai une famille un peu particulière. Pour revenir autour des autres questions, du côté Milziade qui s'entrechoquent Oui. et tout ça, c'est les esprits divergents. Oui. Je pense que je les attire un peu, c'est un peu comme ça que je suis moi-même. Les esprits divergents, ça peut être très, 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 très utile. Ça a des besoins particuliers aussi. Oui. J'associe ça à ce qu'on appelle le haut potentiel intellectuel, les gens qu'on appelait surdoués à une certaine époque. Même en anglais, on dit intellectually gifted, qui est un peu. C'est un peu bizarre comme expression. Oui. C'est pas un don, mais c'est vraiment une façon de réfléchir qui est un peu particulière. Fait que On appelait oui, ça aussi excuse-moi, on appelait ça aussi les petits tannants. Ou les petits ouais, tannantes. ça peut être ça, ça peut être ça. Des gens qui prennent différentes tendances. Puis ça passe justement très, très bien pour l'anthropologie. C'est que dans mon parcours, ça m'a vraiment permis de faire à peu près tout ce que je voulais faire, et même plus, Ouais. de saisir des opportunités. J'ai tendance à dire que je suis flexible grâce au yoga, j'en fais à chaque jour. Donc, ça peut être assez utile de pouvoir m'adapter. J'ai l'impression je te dis littéralement, j'ai l'impression d'être tombé sur non pas une pépite, mais un filon d'or. Mais je me dis, mais on va faire une série, on va faire un film, comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus d'Alexandre partout, là? Parce que là, c'est pas une histoire, c'est une multitude de portes ouvertes. Déjà, je trouve ça intéressant parce que, la première fois qu'on te rencontre, on pourrait se dire, ben, il a un profil de rebelle. Et rien qu'en débutant la discussion, tu sais, on se dit, lui, sûrement, c'était le rebelle de la famille, il a été à contrario, etc., etc. Mais en fait, on réalise qu'absolument pas. On réalise que quelque part, je veux dire, tu sais, tu as... Tout est logique, tu sais, tu fais partie de Hmm. cette continuité de stéro, il y a comme un pattern qui est marqué, donc déjà, c'est bien.
Comme quoi, intéressez-vous toujours aux personnes, ça tord les idées reçues. Et tu vends tellement bien l'anthropologie. Non, mais à date, j'ai rencontré personne, même Hollywood, qui vendait aussi bien l'anthropologie. Ben, surtout pas Euh, Hollywood. oui, mais bon, il y a toujours eu. Un des problèmes qu'on a en anthropologie, c'est pas une blague, on fait des blagues là-dessus, mais c'est pas une blague. Les gens arrivent en anthropologie avec des idées préconçues. Oui, Et surtout à l'époque que j'ai commencé en anthropologie en 91 ou 91, en fait j'ai commencé en 91 puisque c'est au Québec, les gens venaient pour Indiana Jones. oui, Et c'est vrai que c'est un anthropologue, techniquement. Les archéologues en Amérique du Nord sont anthropologues, tandis qu'en Europe, souvent, c'est avec l'histoire et tout ça. C'est un problème pour nous parce que les gens veulent faire certaines choses, et c'est possible de le faire, mais c'est pas vraiment ce qui anime l'anthropologie. Pour moi, l'anthropologie, c'est l'étude de la diversité humaine dans tous ses aspects, que ça soit biologique, ça existe, l'anthropologie oui, biologique, y compris la primatologie, sur des aspects linguistiques, ce sur quoi j'ai travaillé, la diversité linguistique comme telle, et aussi dans le temps. C'est là où on en l'archéologie. Donc, sur la culture, c'est ce qu'on connaît le plus du côté ethnographie. oui. Et pour moi, l'ethnographie, c'est tout simplement l'analyse descriptive de la diversité humaine, de la diversité culturelle Oui. spécifiquement. Je pourrais t'écouter, je réalise, il faut que tu t'ouvres une chaîne ASMR. Enfin, comme à chaque fois, je le répète à moi-même et aux gens, c'est pas par hasard que tu es dans ce podcast et je te remercie de m'accorder du temps. Euh, tu as suffisamment bien, je veux dire, expliqué, au moins on peut deviner que l'anthropologie, ça t'habitait de Mhm. façon inconsciente, au-delà même du coup de foudre ou de la presse. Tu sais, tu es un anthropologue, point. Oh, oui. Maintenant, j'aimerais faire le parallèle, justement, tu sais, tu as touché à la musique, on voit que tu es extrêmement curieux, extrêmement, je veux dire, ouvert, je veux dire, tu sais, tu as l'air de te questionner tout. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de notre époque aujourd'hui? Mhm. C'est une vaste question, bien sûr. Oui, justement, puis évidemment, dans la question de fin de session. Ouais. Ce que j'en pense, c'est qu'il faut s'adapter, tout simplement. Oui, C'est pas un choix, c'est une obligation. C'est un peu dommage pour certaines personnes. Il y a des gens qui se sentent laissés pour compte. oui, C'est d'ailleurs une des choses que je remarque beaucoup. On parle beaucoup de diversité, d'inclusion et d'équité. On pense rarement à la diversité d'une façon qui me plaît en tant qu'anthropologue. oui, Souvent, les gens pensent à la diversité comme des cases, des catégories. oui, Mais la diversité, c'est exactement pas ça. C'est pas des cases, c'est une fluidité, en fait. On est un peu de quelque chose et un peu d'autre chose. J'ai déjà parlé de mon identité culturelle. Je suis oui, suisse. J'ai oui, mon passeport. En même temps, est-ce que je suis si suisse que ça? Est-ce que je suis si québécois que ça? oui, Alors, il y a beaucoup de distinctions que les gens font entre eux qui, qui, qui ont des conséquences quand même assez graves. oui, Alors, notre époque est caractérisée par des polarisations, par des divisions, des scissions, ce qui n'est pas adaptatif pour nous. Alors, je pense qu'on peut arriver à certains équilibres où on peut recommencer à s'entendre pour développer ce qu'on appelle réellement le capital social. Avant Bourdieu, bien longtemps avant, au début du 20e siècle, il y avait un Américain, je pense qu'il était administrateur scolaire, quelque chose comme ça. Il a écrit un texte où il a parlé du capital social, oui, qui est essentiellement quand une communauté elle-même, pas un individu, on parle souvent de l'individu qui a son capital social, mais quand une communauté s'entend tellement bien que les choses peuvent se passer sans qu'on ait à se poser tellement de questions sur est-ce que je lui fais assez confiance et tout ça. oui, On développe des choses ensemble en se disant on va avancer, des fois parce qu'on n'a pas le choix. La mère de l'invention, c'est la nécessité, mais c'est pas juste pour l'invention, c'est aussi pour l'adaptation. On a besoin de s'adapter, c'est à n'importe quelle époque. Puis l'époque actuelle, ce que je remarque beaucoup, c'est qu'on doit s'adapter à des situations où, même si les gens sont différents de nous, on a plus de contact avec, ça c'est certain, oui, y compris avec des êtres non humains,
comme en intelligence artificielle et tout ça, Oui. qui demandent plus d'empathie et de compassion. On revient au UX, l'expérience utilisateur, mais cette espèce de truc-là où, peu importe qu'on s'entende bien ou non, on va au-delà du détail de oui, mais tu ne penses pas comme moi et je veux te faire changer d'idée, pour aller vers quelque chose où on peut mener des projets à bien ensemble. Un grand merci pour ta réponse. Le parallèle, enfin moi je vois un parallèle que tu as amené de façon tout à fait naturelle. C'est justement, c'est aujourd'hui, tu fais du UX. Puis comme tu l'as amené vis-à-vis du parallèle avec l'anthropologie, c'est assez logique. Alors que la grande majorité, pas la grande majorité, mais une bonne partie du monde qui fait du UX, ne part absolument, c'est plutôt communication, marketing, multimédia. On est très loin de cette sensibilité-là, de ces différents savoirs. J'aimerais bien t'entendre là-dessus. Ouais, en fait, tu décèles un problème que je perçois aussi. Techniquement, expérience utilisateur, il y a beaucoup de choses qui viennent d'anthropologie. Oui. Historiquement. Oui. La discipline s'est instituée dans les années 90, essentiellement, les années 90, avec des anthropologues. Et il y a encore ces réflexes-là par certaines personnes, par exemple de « Hey, on va aller faire de l'observation. » Ah oui, on a un protocole. Attends. Avant le protocole, c'est l'entrée sur le terrain. Oui. Tu commences à comprendre un contexte général, l'environnement au complet. Tu ne le domines pas. Tu le prends en compte. Ça, c'est des réflexes qui existent encore chez les gens en expérience utilisateur. Par contre, il y en a plusieurs qui oublient un peu. Puis je connais souvent des gens qui sont du côté design, oui. qui ont dû faire un petit peu du côté recherche, puis ils disent « Ah oui, on sait que ça vient de chez vous. J'ai pris des cours, comment faire une entrevue et tout ça. J'en ai fait 2, 3. J'aime bien, j'ai tout mon protocole d'entrevue. » Mais attends, quand je te forme à faire des entrevues en tant que prof d'anthropologie, j'ai beaucoup enseigné anthropologie pendant 20 ans, c'est pas seulement le protocole, c'est en fait l'approche, avant même de commencer l'entrevue, de penser à tes biais. Quand je parlais de diversité, justement, c'est aussi de comprendre qu'on n'est pas tous pareils. Oui. La personne en face de toi a d'autres buts, mais aussi d'autres perceptions, y compris de toi, de toi-même. Alors, il y a la réflexivité qui vient en compte. C'est même philosophique au point de vue purement de base, là, très littéralement philosophique, c'est l'intersubjectivité. C'est que tu as une personne pensante, un sujet pensant en face de toi, qui pense à toi, et toi, tu penses à cette personne-là. Et l'interaction entre les deux, ça change comment vous percevez vous-même. Tout ça, ça rentre dans une entrevue, tu te dis « Ah ouais, mais bon, on va oublier parce qu'on a simplement des questions à poser sur le produit qu'on va développer. » Mais quand tu oublies ça, tu manques un bateau. Oui. T'en prends peut-être un autre, mais tu te manques un bateau. Alors, l'anthropologie reste très, très important pour les gens en expérience utilisateur. Très sérieusement, il y a des gens qui me rencontrent. « Ah, t'es anthropologue! Super, on va pouvoir se parler vraiment de ce qui se passe en UX. » Oui, c'est vrai. Je suis prêt à ça. Maintenant, je fais ça et j'adore. Là. La semaine prochaine, je vais aller faire une observation très tôt le matin parce que c'est à ce moment-là qu'il y a des choses qui se passent. J'en frétille. Ah, c'est cool. C'est pas du travail pour moi, mais en plus, je vais pouvoir me faire payer. Oui, écoute, l'utile et l'agréable, on va prendre. Hein. Ouais. Ça peut être d'être dans un café, puis tu te dis « Ah oui, mais ça sert à quoi de payer quelqu'un pour aller dans des cafés? Ça sert à beaucoup de choses. » Parce que c'est souvent le détail, je pense que je te l'ai mentionné avant, mais je reçois quelque chose que les gens me disent, c'est « Ah, j'avais jamais pensé à ça. » Ben oui, je sais. J'ai l'habitude. Je t'aide à réfléchir à quelque chose que tu n'aurais jamais pensé. Ouais. Je peux presque le garantir. Si on m'engage, si on me prend pour une journée quelque part, dans une équipe, je peux quasiment garantir, en fait, je peux littéralement dire,
tu me payes seulement si je trouve quelque chose. Oui, Parce que oui. je sais que je vais trouver quelque chose. Oui, tu me l'avais déjà dit, justement lors de notre dernière rencontre en off, c'est ce que j'avais adoré. C'est prenez Alexandre, une journée, il va vous trouver quelque chose à optimiser, minimum Ouais. et de façon intelligente. Je trouve ça bien comme enfin, ce que je trouve rafraîchissant et puis, assez marquant dans ton approche, puis tu as utilisé le terme, c'est la fluidité. Tu sais, souvent, je veux dire, pour une bonne partie de personnes, le UX, je dis et cetera, ça peut s'apparenter à, soit une solution de problème, soit une résolution de puzzle et cetera. Donc plus, tu sais, à quelque chose de très mécanique. Tu sais, Ouais. je veux dire, on serait plus au niveau des statistiques, des mécaniques, de la résolution de problèmes. Mais je trouve extrêmement intéressant, comme tu l'as amené, puis de le rappeler qu'en fait, c'est pas une question de mettre les bonnes cases ou les bonnes pièces d'agencement, c'est vraiment une question de fluidité, dépendant des cas, ce qui permet, ce qui permet au fleuve de couler. Ouais. Ah, Le- ça ferait long à écrire sur un t-shirt, mais il y a quelque chose à creuser. il y a un truc qui se met très bien sur un t-shirt, c'est le double diamant. C'est une Oui, structure qui est très, très bien connue en design, dans ce qu'on appelle la pensée design. C'est vraiment oui, ça, c'est le terme. Oui, il y a une mode, il y a un petit effet de mode là-dedans, puis on peut l'appliquer à n'importe quoi. Sérieusement, là. La pensée oui, design, c'est relativement simple. C'est beaucoup d'itérer à plusieurs reprises, et ainsi de suite, de travailler en empathie, d'identifier les besoins des gens et tout ça. oui, Mais la procédure de base, c'est divergence, oui, y compris l'esprit divergent dont on parlait un petit peu plus tôt, et la convergence. Mais tu le fais 2 fois. Alors, tu le fais une fois pour identifier le problème, puis tu le fais une deuxième fois pour déterminer une solution au problème. oui, Puis tu fais la même chose dans un parcours de conception et implantation. Donc, tu diverges pour trouver tous les problèmes. Un des gros trucs dont on se rend compte en tant qu'anthropologue spécifiquement, c'est que les gens convergent trop vite sur un seul problème à régler. C'est pas un problème d'avoir un esprit carré, méthodique oui, et tout ça, mais très souvent le problème, c'est qu'on a le mauvais problème à régler. oui. C'est aussi simple que ça. Un C'est exemple que j'aime bien, Oui, c'est des ingénieurs qui faisaient des barrages sur une rivière en Ouganda. J'ai travaillé avec des bénévoles, des étudiants qui allaient être bénévoles pour des OBNL en Ouganda, en post-développement. Puis un type qui vient nous voir, qui travaille en Ouganda, un Canadien, puis c'était vraiment des étudiants qui ont fait tout le truc, tout le système là, de bénévolat. Maintenant, c'est des stages. Et puis, il nous dit, bon, ben, ces ingénieurs-là, ils ont fait leur évaluation de l'impact environnemental pour les barrages. ouais, C'est extrêmement important que le flot baisse pas en dessous que 25% du flot original. ouais, Alors, ils font toutes les études possibles, ils montent leur barrage et tout ça, puis ils disent, ah, ça marche très bien, ça baisse seulement de 50%. OK, mais il y a 3 barrages. Donc, ça passe de 100 à 50, de 50 à 25, puis de 25 à 12,5. Donc, t'es cuit. L'ingénieur typique va dire, ah, mais c'est pas mon problème. Ce qui est vrai. ouais, Mais ça montre aussi que le problème comme tel, c'est pas le barrage en particulier, c'est les 3 barrages. ouais, Avoir une pensée systémique. C'est beaucoup ce qui arrive, c'est que, surtout dans l'industrie de la connaissance, oui, on a des problèmes qui sont complexes, qui sont dans des systèmes. Alors, si c'était si simple à régler, ça serait déjà réglé. Mais souvent, on se retrouve avec des problèmes de ah non, non, c'est facile à régler. On sait comment faire une application, mais ça ne marchera pas. Ah bon? Tu sais, c'est un fonctionnaire, j'ai la fonction publique, on faisait des trucs d'idéation, prototypage. L'ingénieur, comme ça, bras croisés, pendant un exercice, je dis ah ben, ça se passe bien, qu'est-ce qu'il y a? Non, non, bon, on a déjà réglé le problème. Ah bon? Intéressant, pourquoi vous êtes là? Ah non, c'est parce que l'application, ça va, c'est facile à créer, mais les gens ne l'utiliseront pas. OK, maintenant le problème est réglé, c'est comment faire quelque chose que les gens vont utiliser. C'est aussi simple que ça. C'est le mauvais problème à régler. ben C'est oui, vraiment aussi simple que ça, très, 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 très souvent. Mais les gens ne s'en rendent pas toujours compte. Puis c'est un petit peu mon boulot de faire noter le truc que d'autres personnes disent, mais que personne
a comme discuté comme tel. Tu sais, c'est ah oui, on le savait. Ouais, mais vous avez rien fait avec ça. J'abonde dans ton sens, mais ça c'est normal. Enfin, c'est normal. Disons qu'on a quelques biais en commun. Tu as cité que tu avais eu un parcours professionnel où tu as fait 30 professions. Mm-hmm. Ouais, 30 emplois. C'est ça, c'est 30 emplois. Ouais. Sans rentrer dans les détails, parce qu'on voit qu'il y a une logique derrière. C'est souvent ce qui échappe au monde, c'est la logique qu'il y a derrière, que tu t'es construite. C'est ce qui est le fun quand je discute avec moi-même, c'est qu'en fait, je me réponds à moi-même, ce qui m'amène vers une question plus intéressante que celle-là. Là. C'est bon. Est-ce que tu as toujours su où c'est que tu voulais aller? Parce que quand on t'entend, quand on voit un peu ton orientation, tu as l'air de savoir exactement où tu t'en vas, pourquoi tu t'en vas, et le reste, je veux dire, c'est de l'eau qui coule sur un canard. Ouais. Puis d'ailleurs, il pleut assez fort. Je sais pas si Non, c'est correct, ça c'est parle. correct. Ouais. Mais oui et non. Je savais à l'âge de 13 ans que je voulais être tout à la fois, donc Oui. anthropologue. Et je le suis, vraiment. C'est ce que je fais. Des fois, dans ma vie de tous les jours, dans mes passe-temps, qui sont aussi une recherche informelle, autoportante, autofinancée jusqu'à maintenant, sur l'apprentissage inclusif par la technologie musicale. Alors tu dis, bon, C'est cool. étrange, Bah non. mais ça fait tout le parcours en même temps, puis c'est ma propre recherche. Peu importe ce qui arrive, je risque de la faire quand même. Ça me coûte cher, je m'achète Oui, de oui. l'équipement et des trucs, mais ça m'aide à des trucs vraiment intéressants, des rencontres, des idées et tout ça. Alors, oui, justement, de poser des questions, y répondre moi-même, puis poser une autre question qui est une meilleure question, c'est un truc que je fais de toute façon. Je suis le genre de personne, si j'ai gagné à la loterie, je vais continuer à travailler. Probablement pas sur des trucs très administratifs, machin. D'ailleurs, on parlait d'esprit divergent. Ce dont je suis très conscient, c'est que c'est incompatible, littéralement incompatible avec la microgestion. Oui. Ça ne peut pas Oui. fonctionner. Oui. Donc, sur mes 30 emplois, je les avais comptés à un certain moment, mon 27e emploi, je pense, ou peut-être 26, parce que je pensais au nombre de patronnes et patrons que j'avais eus. Puis j'en ai eu des super, vraiment, des choses extraordinaires. Ce qui me convient le mieux, c'est quand les gens me laissent faire les choses que j'ai à faire. Oui. Me facilite la tâche, me permet de faire ce que j'ai besoin de faire. On s'entend sur une trajectoire, on peut dévier s'il faut, puis on s'en parle, mais clairement, on pinaille pas sur des détails, on continue sur la même lancée jusqu'à ce qu'il y ait des choses qui doivent changer, mais que faites-moi confiance, on va y aller, puis on va y aller ensemble. J'adore la collaboration, alors ça, je le fais constamment, de toutes sortes de façons, surtout en collaboration ouverte. J'adore le travail d'équipe, Oui. encore mieux, c'est la collaboration ouverte, avec des gens qui n'ont aucun rapport entre elles. Tu sais. On fait un atelier, les gens qui se voient pour la première fois, et il y a des choses qui se passent qui sont vraiment extraordinaires, qu'on ne pourrait pas reproduire dans une équipe. Alors oui, je fais ce que je voulais faire. En même temps, mon parcours a été sinueux par plusieurs raisons. Entre autres, comme je l'ai dit, j'ai abandonné un doctorat. C'était quand même beaucoup d'efforts qui ont été dépensés pour quelque chose qui ne me sert pas à grand-chose finalement. Oh. J'ai plus appris par moi-même en dehors de l'université que pendant mon parcours doctoral. Oui. Alors, c'est quand même beaucoup de dépenses, d'énergie, d'efforts et tout ça. Et après, en fait, pendant mon doc aussi, là, j'ai commencé à enseigner. Parmi mes emplois, il y a eu 9 universités aux États-Unis, au Canada, dans 3 États, 3 provinces. J'en suis très fier pour une raison très simple, c'est que les gens vont dire « Ah oui, mais c'est partout pareil. » Attends. J'ai la preuve du contraire. Et donc, j'ai testé plusieurs choses. Une des façons que je fais exactement ce que je veux faire, c'est que ce que je veux faire, c'est de tester des choses. T'es une source d'inspiration, Alexandre.
Il faut que j'arrive à encapsuler ça, puis à vendre ça pour, j'allais dire, en pharma. Non, mais, écoute, Je vais te dire waouh! pourquoi c'est pas nécessaire. C'est Vas-y, vas-y. simple. Il y a plusieurs personnes comme moi. Oui, Il faut juste les révéler. oui, Et pour le faire, je peux faire du mentorat ou du transfert de connaissances ou des trucs comme ça. C'est pas de l'encapsuler. Je crois beaucoup à l'encapsulation, oui, y compris en informatique. C'est quelque chose de très intéressant. J'ai eu un flash à un certain moment sur l'encapsulation. C'est vraiment la pensée computationnelle de se dire, on va prendre un gros problème, comme tu parlais tout à l'heure, oui. solution de problème. Ah, ben, on va le décortiquer. Puis ça, ce problème-là, on le met dans une boîte noire. J'ai une entrée-sortie, c'est simple, ça marche. Oui. Mais pour une personne, justement, on n'a pas besoin d'encapsuler. On a juste besoin de travailler ensemble, de collaborer. Toi qui quand même, qui est passé par, j'ai le goût de parler à l'anthropologue. Je trouve ça intéressant. Tu sais, actuellement, on est un petit peu dans le pattern de changement générationnel, de changement on se passe la PUC, etc. Tu sais, j'utilise souvent des images fortes, mais c'est ça, on retombe dans les jeunes, ils veulent rien faire. Les vieux, ils ont tout cassé, puis ils veulent qu'on se débrouille avec ça, etc., etc. Tu sais, on tombe dans des oppositions, dans des quêtes d'identité, tu sais, comme si le tout est exceptionnel. Toi, tu es quand même passé à travers, tu sais, on dira 20 ans d'étudiants, de Ouais. professionnels. Ouais. En plus, j'ai le goût de dire que tu as aussi un petit peu de Mali en toi, Ouais. tu sais, suite à... Toi qui as quand même la connaissance, la maîtrise, le recul, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est-tu quelque chose que tu constates? Ou en Ouais. fin de compte, c'est toujours la même affaire, hein? Les jeunes sont toujours des cons pour les plus vieux, puis les plus vieux sont toujours des cons pour les plus jeunes. Mais en fait, On dit ça. On dit que ça a toujours été le cas. On oui, revient à Socrate oui, oui, sur la mémoire. oui, Ça, la citation est beaucoup utilisée parce que ça existe, c'est par écrit. bah oui, justement. Platon a cité Socrate qui disait ah oui, ben, ça va jouer sur la mémoire. C'est Oui, vrai que oui, l'écriture, je parle beaucoup de ce que j'appelle le scriptocentrisme. Donc, de penser à l'écriture comme la base de tout. oui, Mais il y a un fossé générationnel quand tu as des gens qui écrivent dont les parents n'écrivent pas, ou vice-versa à la rigueur. oui, oui, La même chose avec une langue qui se perd d'une génération à l'autre. Des vraies générations. Dans une famille, quand on oui, parle de génération, c'est bon, les parents, les grands-parents et ainsi de suite, les petits-enfants, tout ça. Ce concept de génération, c'est très clair. Mais il y a des gens de marketing, je les adore. Mais ces deux personnes-là ont oui, créé un concept construit complètement là, pour segmenter la population, qui est des générations comme milléniaux, oui, génération X. En fait, le terme vient de quelqu'un d'autre, mais cette idée-là, génération perdue, la grande génération, mais ça, c'est l'essentialisme. C'est de dire, parce que tu es né à un certain moment où je prédis ton oui, comportement. En tant qu'anthropologue, j'ai beaucoup de difficultés avec ce genre de truc-là. C'est comme de dire, je l'ai dit à un anthropologue à la radio, Serge Boujard, qui disait, ah oui, ma petite fille, elle est née avec la technologie, elle n'a aucune difficulté, elle va faire les trucs tout de suite. Attends. De dire que par la date de naissance, tu peux prédire son comportement, c'est exactement comme prédire le comportement par sa couleur de peau ou l'endroit où elle est née. oui, Ça ne marche pas aussi simple que ça. Puis il y a un concept très, très simple qu'on utilise beaucoup pour la technologie spécifiquement en apprentissage, c'est plutôt que dire natif du numérique et visiteur du numérique ou immigrant du numérique, qui est un article de 2001 qui est très facile à déconstruire. Mes étudiants de première année à l'université, au bac, peuvent le déconstruire en 55 secondes. Vraiment, le type qui l'a écrit en 2001 est revenu là-dessus. Il dit non, c'est pas ce que je voulais dire. Plutôt que dire natif et immigrant, c'est résident et visiteur. Il y a des touristes du numérique,
Oui. Tu peux être touriste pour une technologie spécifique. Tu es ingénieur de son, mais tu ne veux pas utiliser une voiture électrique parce que machin. Bon. C'est pas que tu es contre, c'est qu'il y a des choses du numérique que tu dis non, je ne vais pas jusque-là. Et si ça fait partie de ton identité, peu importe à quelle date tu es né, il y a quelque chose qui est très important à considérer sur ce que ça peut développer chez toi et dans ton rapport aux autres. Si maintenant vous n'avez toujours pas compris pourquoi je voulais encapsuler cette rencontre afin qu'au moins une personne puisse l'entendre et repartir avec quelque chose, il faut qu'on discute. Question, j'ai un segment qui s'appelle l'instant passion, parce que la passion c'est bien, mais payer ses factures, ça aide. Donc là, c'est bon, on a compris, on veut du Alexandre, on veut travailler avec Alexandre. Comment on fait pour te contacter? Évidemment, il y aura tous les liens en description, mais comment on fait pour rejoindre Alexandre? En fait, le plus simple, cherchez pour mon nom de famille, ça va être dans la description de l'épisode. On est 15 dans le monde. Donc, vous allez me trouver tout de suite. Ah, ouais, le joueur en moi, appelez-les les 15. Non. Ben, surtout, comme francophone, on est deux. Il y a mon père et moi. Les autres, c'est des Suisses allemands. Oui. Alors, il y en a 13 en Suisse, 2 en Amérique du Nord, 2 au Québec. Mais sinon, mon adresse courriel ou quoi que ce soit, donne des informations, pas de problème. Maintenant, donc, vous savez quoi faire. Maintenant, sans aucune transition, si tu avais un message au plus grand nombre, tu sais, cette fameuse bouteille à la mer qu'on aimerait laisser à la postérité, ce qui aujourd'hui ressemblerait plus à une clé USB enfermée dans une bouteille, en fait. Mais plus sérieusement, Sanjo, quel serait le message que tu aimerais pouvoir communiquer au plus grand monde? Très clairement, mon message en ce moment, c'est sur l'autocompassion. Aussi simple que ça. C'est pas magique, mais ça change tout. Des personnes toxiques pourraient devenir plus faciles à vivre avec un petit peu d'autocompassion de leur propre part. Et c'est aussi plus facile de répondre aux gens, y compris des personnalités toxiques, dans des contextes de problèmes systémiques et tout ça, quand on utilise un petit peu d'autocompassion. C'est ce qui manque le plus, je te dis. Mais la clé USB, c'est un problème parce qu'elle ne sera pas lue par les. Non, je le sais futurs pas. auditeurs. Non, je le sais pas, puis c'était un clin d'œil que je faisais, parce qu'actuellement, il y a tout un défi qui n'est pas réellement adressé, qui est justement la perte. En fait, ce que je veux dire est extrêmement simple. Plus le temps avance, plus on est en train de perdre en capital culturel et en mémoire, parce que malheureusement, c'est stocké sur des supports qui ne durent pas ou qui ne vont pas durer dans le temps. Et tout le monde se rappelle de la bibliothèque d'Alexandrie qui a brûlé, sans rentrer dans les détails de oui, D'où non, la Alexa. forme, etc. C'est là-dessus. Alors que tout simplement, c'est un truc que j'aime à rappeler au monde, une bonne partie des films qui ont été faits à l'époque justement des frères Lumière, il y a au moins 50% qui ont disparu. Bien sûr. Et c'est pas dû à la guerre et tout, c'est le stockage. Non. Donc c'est tout ce capital culturel d'éléments qui a disparu. Puis même personnellement, tu sais, on est passé du VHS au Ouais. DVD, au Ouais. Blu-ray. Maintenant, c'est enfin, c'est sur nos disques durs. Mais à chaque fois, tu sais, tu joues la game, tu dis bon, je fais une copie. Hein, je fais une copie. Je fais Ouais. une copie pour finir, t'en fais plus. Non. Puis quand tu arrives à un âge vénérable où tu dis, tu sais, le fameux film que j'avais adoré. Mais en fait, tu n'arrives pas à le retrouver parce que malheureusement, il n'existe plus, puis ta Ouais. copie VHS est morte. Ouais. Ah, Un truc que je dis souvent, Oui, c'est que les bibliothécaires sont les héroïnes et héros de la société de l'information. oui, C'est les personnes qui, y compris les archivistes, là, c'est les professionnels de l'information. Ces personnes-là ont non seulement un rôle à jouer, mais il est méconnu. Et oui. c'est là où c'est aussi avec le tri. On ne garde pas tout. Ce n'est pas des copies de sauvegarde de tout. C'est aussi d'encapsuler l'information quand on peut.
de la rendre plus digeste et plus facile à accéder avec des standards, y compris fichiers textuels très, Oui. très clairs, qui peuvent quand même être lus. Je suis un grand partisan du logiciel libre. Oui. Alors, c'est là que, par les standards, par les formats compatibles le plus possible, on peut se retrouver avec l'information qui est plus facile à trouver et qui est plus facile à conserver. Même si on en perd une partie, on peut reproduire l'ensemble du portrait. Le temps passe vite, Mhm. mais c'est un temps de qualité. Je te remercie encore de me le consacrer, de nous le consacrer par extension. Toi qui as un tel vécu, qui non mais prends-le, c'est un constat, il y a rien là-dessus. Quelle est la question que tu aurais voulu qu'on te pose et qu'on t'a pas encore posée ou que tu aurais voulu que je te pose pendant ce podcast? Cette fois-ci, je n'ai pas pensé à ça. Peut-être sur l'apprentissage. C'est... Si tu m'avais posé des questions, et tu peux encore le faire, Oui. quel est, selon Alexandre, le plus grand problème dans le milieu de l'apprentissage ces temps-ci? Ça me donne à penser à des choses intéressantes. Alors là, tu me vois arriver gros comme un camion avec mes maracas. Alexandre, là, c'est ici la question que tu voudrais que je te pose. J'ai hâte d'entendre la réponse à ta propre question qui va nous intéresser. Ouais, puis en fait, ma réponse très simple, c'est qu'on ne comprend pas quels sont les apprentissages qu'on veut évaluer. Là où le bas blesse, c'est vraiment sur l'évaluation. On se base sur les notes, des trucs comme ça, surtout à l'école, Oui. l'université, machin. Oui. Mais on n'a pas encore compris ce qu'on essayait d'évaluer. Parce que l'apprentissage, c'est pas juste le résultat d'apprentissage. C'est un processus qui se passe dans la personne elle-même. Puis dans un groupe aussi. Alors que ça ait un impact, c'est un peu ce qui manque à beaucoup de pros de l'apprentissage. Parce qu'on est trop basé sur des résultats plutôt qu'un processus. Excellente question. Et tout aussi bonne réponse, vu que c'est la tienne, que ce sont les tiennes, pardon. Ça m'amène à réflexion. Je ne tomberai pas dans la facilité en disant, mais à ton avis, quelles sont les solutions, etc. Parce qu'on sait que ça serait une longue discussion, un long échange, puis c'est pas le lieu pour. En revanche, qu'est-ce que tu penses de notre époque? Parce qu'on ne se le dira pas, l'information n'a jamais été aussi accessible. La qualité de l'information, si on sait comment la chercher, bah, elle est bien souvent là. On peut rentrer en communication d'un simple clic via n'importe quel réseau social avec des gens de partout sur la planète, même sans forcément maîtriser leur langue, leur culture, etc. Tu sais, il y a un peu des facilités. Disons, c'est très facile de bâtir des ponts, de bâtir des connexions. Qu'est-ce que tu penses de notre époque? On en parlait un peu sur la nécessité de s'adapter. Oui. Selon moi, oui, il y a de la facilité qui cache beaucoup de problèmes sur la connexion humaine. Oui. Oui, c'est facile de contacter des gens. On a beaucoup de contacts. Mais c'est des contacts qui sont souvent superficiels. Et on se dit, ah oui, n'importe qui à travers la planète, on parle différentes langues. Ah oui, combien de fois vous le faites? Ça dépend des gens. Alors, je pense qu'il faut vraiment adapter nos outils, mais surtout nos attentes. Gérer nos attentes sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, sur l'apprentissage spécifiquement. On dit souvent de former des gens à faire quelque chose qui se fait maintenant, c'est un peu trompeur parce que les choses changent rapidement. Ok. Ça a toujours été le cas, Mais oui. mais on le perçoit de façon très, très présente. La plupart des 30 emplois que j'ai eus, soit ils n'existaient pas, ou ils ont beaucoup changé depuis que j'ai commencé,
Donc, il faut s'adapter de toute façon. Alors, ça reste ma réponse, et c'est beaucoup sur l'idée que si on croit pouvoir prédire, c'est là qu'on se met droit dans l'œil. Écoute, moi, en tant que Verseau, je trouve que t'as raison. Non, je plaisante, je plaisante. Je précise maintenant des fois dans les capsules, ceci est une tentative d'humour avortée. Le temps passe, on va aller dans l'ordre. Un grand merci pour ton temps, un grand merci pour la qualité de cet échange. Merci à Pour les toi surtout. personnes qui découvriraient ou qui redécouvriraient Alexandre, foncez, suivez-le, j'ai dit, connectez-vous si vous avez l'occasion, toujours dans la bienveillance, en restant poli, et cetera, hein, on va pas déranger les gens de même. Maintenant, j'ai un dernier segment, pour toi qui est, lors de toutes ces rencontres, on a Mm. toujours un moment où, tu sais, quand on dit que le micro est off, on se dit: «Ah Mhm. oui, mais je voulais parler de tel sujet ou je voulais ça» et puis et cetera. Donc, c'est ton moment. C'est actuellement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais aborder, que tu aimerais nous partager ou avant qu'on éteigne, le micro et qu'on mette, fin à cet épisode? Ouais, je crois que oui. C'est en fait sur le... Hmm, c'est un gros concept, mais je pense qu'il faut l'introduire pendant quelques secondes. Oui, Plutôt que de penser à des emplois et des employés, puis même si on n'est pas concentré sur des emplois ici, de penser à des écosystèmes, y compris écosystèmes de main-d'œuvre. C'est un oui. concept qui a été utilisé par des gens à MIT et tout ça. Alors, c'est de se dire la précarité, le précariat. Ah, c'est horrible. Ouais, ça peut l'être si on ne prend pas les précautions. Par contre, si on se met ensemble, c'est vraiment sur la collaboration, surtout la collaboration ouverte, Oui. mais de faire quelque chose où on se dit ça va au-delà de nos titres, nos rôles, vers quelque chose où on a chacun, une autonomie. On se met ensemble pour faire des choses qui vont ensemble, plutôt que se dire tu m'appartiens, tu es dans mon équipe, d'avoir une structure plus horizontale, mais surtout plus fluide, justement. Il n'y a pas grand monde qui va conserver un emploi pendant 30 ans, à partir de maintenant. Ça va exister, mais ça va être rare. Alors, se Oh que dire oui. d'avoir une flexibilité. Là. C'est intéressant. Bah, moi, je te remercie pour cet élément-là. C'est sûr que j'aurais le goût de te bombarder de questions en disant, bah, c'est intéressant, c'est quelque chose de logique, mais on sait très bien qu'il y a certains régionalismes, certains culturismes qui fait que cette vision, je vais dire, d'horizontalité. On sait aussi qu'il y a aussi toute la game qui fait qu'on dit qu'on est horizontal, mais on l'est pas. Tout ce qui est aussi le management, peu importe d'où il vient, parce que personnellement, je l'ai étudié et pratiqué dans différents continents sous différentes formes. C'est juste du marketing. L'essentiel reste l'essentiel. Non, mais tu sais, on peut tomber là-dedans. Mais je vous inviterai à... Prenez le temps de la réflexion et à mon avis, il y aura sûrement un autre épisode, Alexandre, où on pourra échanger un peu plus autour de ces questions extrêmement importantes qui sont des fois adressées, mais peut-être pas suffisamment attractives ou entendues ou arrivées au bon moment ou de la bonne façon. Puis, c'est rarement fait avec un anthropologue, donc autant en profiter. Sans oublier qu'avec un peu de musique, tout passe mieux. Hein, ça reste le langage du cœur, etc., etc., etc. Donc, j'aime le son de ma voix, mais j'apprécie encore plus ceux des gens que j'invite et de ceux qui m'entourent. Donc, une dernière fois, un grand merci à toi, Alexandre, pour ce Merci. partage, cet échange, et je te laisse le mot de la fin. C'est à toi. Autocompassion. Et voilà, c'est déjà fini. Un grand merci à toi pour ton écoute. Bye bye.